allons découvrir un personnage important de notre histoire. Vercingétorix. Est-ce que Vercingétorix, ça vous dit quelque chose? C'est Vercingétorix qui était le chef de tous les Gaulois. Alors, Vercingétorix est né en moins 72 avant Jésus-Christ, donc on est dans quelle période d'histoire? L'Antiquité. On dit nos ancêtres les Gaulois, donc Vercingétorix était un de nos ancêtres. Vicky, we go. I go to the video assist. Ça va, Christophe? On se remet en place tout de suite. Vicky, donnez-moi un temps. Combien de temps? Ils ont demandé encore. Il a pas de rentrée. Moteur! Trivajte, druidite! Allons-y, on répète avec la caméra. On a to the king of the arbor. C'est vrai? Porsche. We try it. On le représente comment, physiquement? Avec un chapeau, avec des gants, Tu appelles ça un chapeau? enfin un casque. Il est à cheval. Je crois qu'il a une espèce d'armure en côte de maille un petit peu dorée. On nous le présente comme quelqu'un de grand. On parle même de colosse, souvent. Hein. On dit aussi qu'il a de l'éloquence. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éloquence? Non, c'est quand on sait s'adresser aux gens, quand on sait parler aux gens. Et on dit que Vercingétorix sait parler aux Gaulois. C'est pour ça qu'il va réussir à drainer derrière lui, à tirer derrière lui toutes les tribus gauloises. Ce qui est certain, c'est qu'il avait un charisme absolument extraordinaire dont César nous a parlé. Et César même prouve qu'il a motivé les hommes en parlant, en écoutant. Gaulois! Battons-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni! Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaule! Ils sont nos ennemis! Et ceux qui les servent, des traîtres! La représentation physique de Vercingétorix est très vraisemblablement purement imaginaire et fantaisiste. La seule chose qui est certaine, c'est la longue chevelure, puisque les Gaulois libres portaient ainsi leur coiffure. Il n'avait pas du tout des cheveux au milieu du dos, il ne se coiffait probablement pas aussi court que les Romains, mais ils étaient avec des cheveux dans la nuque, mais pas des cheveux très longs. La moustache était vraisemblablement, comme elle l'est restée d'ailleurs pour nous, un signe de distinction d'avec la femme, c'est-à-dire un signe de virilité. La moustache gauloise que nous aimons, c'est celle d'une très très belle statue d'Asie mineure qui représente un Gaulois de 250 avant Jésus-Christ, donc 2 siècles avant Vercingétorix. Tichina! Moteur! La tourne. 108 sur 11, première AF. Il serait certainement faux de se fier à ces monnaies. Nous avons beaucoup de monnaies avec l'effigie de Vercingétorix, mais c'est plutôt la représentation d'un jeune dieu ressemblant à Apollon. Enfin, on ne pense pas que ça soit un portrait fidèle de Vercingétorix. Je ne
peut pas être le Vercingétorix de 52 avant Jésus-Christ. Ça, c'était lui, c'était propre à lui, c'était sa personnalité. Je peux adapter ma personnalité au personnage. Et je pense qu'à partir du moment où on rencontre un personnage qui convient à sa personnalité, on le fait bien. Je suis pas sûr que je puisse être Jules César, par exemple. J'aime pas son côté pervers, j'aime pas son côté calculateur, j'aime pas son côté on n'en a rien à foutre de tuer des gens. Ce qui est important, c'est qu'on gagne. Je veux dire, il faut une humanité dans un personnage. Je pense que Vercingétorix, c'est un personnage extrêmement humain. C'est quelqu'un qui va accepter de faire des concessions à cause d'un côté humain des choses. Il a entre 20 et 30 ans. Ça, c'est dans la réalité. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'imagine que quelqu'un de 30 ans à l'époque, en 52 avant Jésus-Christ, ça devrait plus tirer sur les 40 aujourd'hui, si pas plus, en tout cas au niveau physique. Mais ce que je trouve formidable aujourd'hui dans le film, c'est la différence au niveau de ses cheveux et au niveau de son look, c'est-à-dire qu'il a l'air très jeune au début, il a une transition au milieu où il commence à prendre du poids, et puis tout le reste du film, à partir de la moitié du film, avec ses cheveux longs et la moustache longue, on voit qu'il a pris une assise, on voit que c'est un roi, on voit que c'est quelqu'un qui a quelque chose de lourd sur les épaules, en tout cas au niveau des responsabilités. Vercingétorix, le nom se compose en vers, qui veut dire trait, qui est un superlatif, Singéto, guerrier, Rix, roi. Donc le nom voudrait dire le très grand roi des guerriers. Donc il est probable qu'il a été nommé Vercingétorix, le très grand chef des guerriers, quand il est devenu le chef de la conjuration de toutes les armées de Gaule pour chasser César. La seule preuve de l'existence de Vercingétorix est le livre écrit par Jules César 1 an après la défaite d'Alésia, donc immédiatement, et qui laisse une très grande part au personnage de Vercingétorix. Cette guerre des Gaules qui a duré de 58 à 51 avant Jésus-Christ, Vercingétorix n'arrive que pendant l'année 52. Et sa véritable vie publique va être de 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, il va tenir un rôle capital. Nous savons que c'est un jeune homme qui a beaucoup moins de 30 ans et qui est général en chef face à un général en chef qui en a 44. On ne peut pas faire un film sur l'histoire des Gaules. Je veux dire, on n'a qu'à lire des livres pour ça. Il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit magique, il faut qu'il y ait un imaginaire. Donc le fait de ne pas trop savoir sur les Gaulois, ça nous permet de déborder sur de l'imaginaire. Et ça, je trouve ça très bien. Un faisceau de lance et un faisceau de lance de l'autre côté. Les Gaulois ne sont pas forcément tous barbus, moustachus, avec des cheveux longs et débraillés. Ils ont des vêtements qui sont des tissus un peu écossais, qui sont chacun faits aux couleurs de chaque peuple. Il y a à peu près 90 peuples gaulois en Gaule à cette époque-là, une soixantaine dans la Gaule indépendante, si on peut dire, et puis une trentaine qui était déjà sous domination romaine, vers la Narbonnaise, vers Marseille, vers Aix-en-Provence. Et c'est d'après, d'ailleurs, ces 90 peuples gaulois, un petit peu, que Napoléon a reconstruit les départements français. Oriana, silence. No, we're gonna check that. Donc les Gaulois étaient organisés en tribus, avec à leur tête un ou plusieurs chefs. Nous allons retenir le nom d'une tribu importante, celle des Arvernes. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la tribu de Vercingétorix. C'est la tribu, effectivement, de Vercingétorix. Arverne, Auvergne. Et en fait, le nom Auvergne va venir du nom Arverne, une tribu très très puissante. Et elle domine des tribus qui sont moins puissantes qu'elle. L'origine du mot gaulois est encore très discutée. Parmi toutes les hypothèses, moi, il y en a une qui me séduit beaucoup. Vers le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, des Celtes, puisque l'ancien territoire de la France était habité par des Celtes, sont partis à la conquête de terres lointaines.
Et ces conquérants avaient quitté la région de Bourges avec leurs chariots transportant les femmes, les enfants, les cochons, les poules. Et en arrivant sur les mauvaises routes, toutes les poules, toute la basse-cour se mettait à caqueter et à affoler la population qui se disait, voilà les conquérants qui arrivent. Et alors il appelait ces conquérants Galli, qui veut dire poule. Les Galli, criait-il affolé, et ce nom qui est péjoratif a appelé les Celtes conquérants, et on a appelé Gaule, Gallia, le nom du pays d'où ils venaient. La Gaule ne possédait pas, à proprement parler, de grandes villes. Il y avait des villes fortifiées sur le haut des montagnes, entourées de murs, qu'on appelait des oppida, et qui avaient des grandes places vides dans lesquelles venait se réfugier la population en cas de guerre des environs. Alors les maisons, d'abord elles étaient souvent sur 2 étages, quelquefois 3. C'était des constructions qui étaient constituées souvent d'une base en pierre très, très solide, et souvent avec ce qu'on appelle aujourd'hui des colombages, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Les toitures, ça variait selon les régions, mais les toitures souvent étaient couvertes soit de bois comme ici, soit de lauze, c'est-à-dire de tuiles de pierre, d'ardoise ou de chaume. La cité gauloise s'organisait surtout autour du fanum. C'est un lieu de culte. Seuls les druides pouvaient pénétrer à l'intérieur du fanum. Et le fanum était installé sur la place. Et en face du fanum, il y avait la grande halle, qui était un lieu de rassemblement politique, populaire. Donc la place, en fait, comme dans les villages d'aujourd'hui, constituait le cœur de la ville. Toute seule dans un cachot. J'ai eu le temps de penser à toi, à César, à ses promesses, à ses mensonges, et surtout à toi. Est-ce que tu fais toujours confiance au grand chef des guerriers qui voulait que tu sois sa reine? Autrefois, j'ai dit oui. Petit garçon qui me l'avait proposé. Et maintenant? Et maintenant, je serai honorée que le roi des Ardennes me le demande. La réunion de tous les chefs et ils viennent tous avec des Écossais différents. J'ai une série d'à peu près 12 à 15 Écossais différents. La façon dont on porte la cape, quand on la porte à gauche, c'est-à-dire qu'on fait partie du clan, c'est-à-dire qu'on se reconnaît en tant que Celte. Et quand on se bat que pour les Celtes, quand on le porte là. Là, on les a fixés pour que ça ne bouge pas, au milieu jamais. Et alors, je vais les défaire pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Quand on le portait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était légionnaire. L'expression retourner sa veste, ça vient aussi des Gaulois. Je veux dire, le fait de retourner son manteau, puisque quand ils étaient comme auxiliaires dans les armées de César, ils portaient le marteau d'un côté de l'épaule, et quand ils étaient dans les armées des Gaules, ils portaient de l'autre côté. Les Gaulois, en tant qu'hommes d'armée, se battaient aussi pour d'autres armées en tant que légionnaires et se faisaient payer en or. Cet or servait dans la religion. Voilà. Et ils avaient donc des casques avec des cornes ou d'autres choses sur la tête, mais en général c'était pour faire peur. Allez. Et si nous savons qu'il y avait des casques avec des cornes ou avec des fantaisies et qu'ils étaient tous relativement différents, c'est simplement parce qu'on en a retrouvé dans des tombes.
Et les paysannes et les paysans, voilà, pendant toute la nuit, ils dansaient, ils chantaient, ils s'habillaient en animaux ou avec des fruits de saison et tout. Donc ça, c'est une jeune fille qui est paysanne, mais qui a mis un habit de fête. Il est évident qu'on ne la voyait pas aller au champ comme ça, mais elles ne vont pas au champ toute la journée. Hein. Et donc, on la retrouve avec un tablier, avec des vêtements qui se superposent et avec une petite tête d'animal sur la tête. On en voit avec des petites cornes de cerf, on en voit avec des couronnes, avec des fruits. Et je n'ai utilisé que, par exemple, là, c'est de la vraie toile, c'est du cuir, c'est des petits marrons. Et quand on met des fleurs et des feuilles, c'est pas des fausses fleurs ni des fausses feuilles, on utilise les vraies. Quand ça se fane, c'est normal, c'est une fête. Non, non. La femme gauloise était coquette, élégante, elle aimait les beaux tissus, elle aimait les jolies couleurs, elles avaient des perles, elles étaient vraiment très, très, très coquettes. Elles avaient des chignons, des cheveux lâchés, et puis on a même aujourd'hui les mêmes chignons, les mêmes cheveux lâchés, après plus de 2000 ans. C'est des coiffures intemporelles, c'est des trucs pratiques. Elle faisait des coiffures selon sa vie. Pour travailler, elle ne pouvait pas laisser les cheveux devant, c'est évident. Donc elle les attachait. Et s'il avait des coquettes, peut-être quelques-unes, mais je pense pas beaucoup. Surtout les amoureuses. Parce que quand on est amoureuse, on est toujours plus coquette, je pense. Ça tourne. Playback. La différence entre les Gaulois et les Romains, c'est que les Gaulois étaient poilus, pas comme les poilus de 14, encore plus. Ils n'avaient pas que la moustache, elle était déjà plus longue. Et les Romains, ils avaient une certaine allergie, je pense, par hygiène aux poils. Il y avait des Romains qui s'arrachaient même les poils à la pince épilée. Ils étaient toujours bien rasés, même les cheveux très courts. Mais je pense que c'était pas une question hygiénique. Ils étaient très hygiéniques. Et les Gaulois étaient plus gens de la terre. Celui-là, c'est un commerçant. Il est habillé en civil, on le voit, par contre, on voit son pull vert, là, ça va plus aller. Voilà. Donc, les commerçants avaient des vêtements un petit peu plus larges, ils étaient plus à l'aise. Et on voit toujours descendre les ceintures. C'est uniquement parce que ceux qui avaient des épées, ça tirait. Donc, toutes ces personnes riches, les hommes avaient la ceinture en bas. Donc, les autres les suivaient, mettaient la ceinture en dessous, tout simplement. Il y avait une grande rue marchande pour que les villages voisins ou les étrangers puissent venir acheter. Il y avait des quartiers plus riches, en effet, avec des maisons extrêmement cossues, qui étaient réservées aux maires et à ses conseillers. Et dans le film, on essaye de montrer que l'architecture de ces maisons-là était extrêmement précise, fine, élaborée, avec un véritable style. Okay. Ce ne sont pas du tout des barbares, ce sont des gens très cultivés, ce sont des gens qui ont des écoles de druides qu'on pourrait comparer à des écoles bouddhistes aujourd'hui avec une tradition orale, mais ce sont des études très approfondies. Il y a d'autre part beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui sont les inventeurs du savon, qui fabriquaient les meilleures épées, bien meilleures que les épées romaines, et que d'ailleurs, c'est ce qui justifie le glaive romain qui est assez court, parce qu'il n'avait pas la qualité pour faire des épées plus longues qu'avaient les Gaulois. Les Gaulois avaient de meilleurs forgerons, donc obligatoirement ils pouvaient faire des lames beaucoup plus grandes, qui ne cassaient pas. Les Romains avaient des armes beaucoup plus courtes parce qu'ils n'avaient pas justement ce métal suffisamment solide. Et c'est pour ça que leurs armes restaient courtes. Et ils avaient surtout une grande technique de fabricant. C'était de grands métallurgistes qui savaient construire des galeries, extraire le minerai. Ils fabriquaient beaucoup d'objets de fer, qu'ils savaient marteler bien sûr, de bronze, et qu'ils vendaient à l'étranger. Ils fabriquaient aussi beaucoup de terre cuite et des services de vaisselle. Nous avons retrouvé des services de vaisselle de 10 assiettes dans des cachettes. Vous savez que la douzaine est une idée après les apôtres, après le Christ. Avant, c'était par dizaines.
C'était les meilleurs constructeurs de voitures de l'époque, si on pourrait dire de voitures, de chariots, de charrettes, etc., qui se vendaient dans toute l'Europe. Bien sûr, ils ont inventé le tonneau aussi, la technique très compliquée du bois cerclé de métal. Enfin, il y a beaucoup de choses. On ne sait pas que les maisons des chefs gaulois étaient des maisons avec chauffage central et qui faisaient à peu près 3000 m², construits avec des patios intérieurs. Ce n'était pas du tout des huttes de paille et des choses comme ça. C'était d'autre part un pays très très riche. Raison pour laquelle César est venu. Il n'est pas venu comme toutes les guerres, c'est pour gagner de l'argent. Donc on ne va pas gagner de l'argent chez les pauvres, on va gagner de l'argent chez les riches, d'une façon générale. Ce qui fait que les Romains cherchaient à faire un commerce avec ce peuple extrêmement évolué qui était extrêmement à l'opposé d'un peuple barbare et très organisé. La religion gauloise nous est extrêmement mal connue. Pour eux, l'esprit ne meurt pas, c'est tout. Et la mort n'est qu'un passage. Archidruide, notre monde est à l'agonie. Les armes font la loi dans toute la Gaule. La roue du destin menace d'inverser son cours et de nous écraser sous elle. Ils étaient persuadés qu'il y avait une vie après la mort. L'âme était forcément bonne et que simplement le corps, de temps en temps, pouvait pervertir l'âme. Donc on séparait l'âme du corps. Ce n'était pas ce qu'on appellerait aujourd'hui une condamnation à mort. Bien sûr, ça y ressemble, c'est ce que nous, on ressent aussi de ça, mais c'est séparer l'âme du corps en faisant que l'âme continuera toujours à vivre, elle reprendra un autre corps. Et donc, ils n'avaient pas une crainte énorme de mourir, on se prêtait même de l'argent remboursable après la mort. Les druides, si je les habillais comme ça, si j'habillais un druide comme ça, c'est parce qu'on a trouvé des dessins, on a trouvé des stèles qui étaient gravées avec des druides dessus. Et c'est pour ça qu'on sait qu'ils avaient des grandes robes, qu'ils avaient un pantalon, sous la robe ils ont un pantalon, qu'ils ont des chaussures basses, qu'ils avaient toujours des ceintures de guerriers, parce qu'ils étaient guerriers. Hein. Qu'ils avaient dessus des grandes capes qui sont assez spéciales, avec une couture sur... Et c'est pour ça qu'on a pu le faire, parce que j'ai trouvé des statuettes, j'aurais jamais pu inventer une coupe pareille. C'est assez étonnant quand même comme cape, avec des petits chapeaux pointus et avec une petite forme de temps en temps par-dessus qui a donné au Moyen-Âge le chaperon, qui nous a donné l'histoire du chaperon rouge. Merci. Cicéron, en 60 avant Jésus-Christ, a reçu un druide qui s'appelait Diviciaque. Ce druide lui a dit « Nous n'écrivons pas parce que nous ne voulons pas fixer l'erreur. Et dans l'état actuel de nos connaissances, nous dirions forcément des choses fausses. Nous apprenons oralement toutes nos connaissances à nos disciples, qui les apprendront oralement ou leur en les perfectionnant, mais à chaque génération se refuse de fixer l'erreur. Notre monde est à l'agonie. Les armes font la loi dans toute la Gaule. Les Gaulois ne représentaient rien, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas laissé grand-chose. Ça aussi, ça contribue au fait qu'aujourd'hui, on sache très peu de choses sur eux. Il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on n'apprend pas. Je ne sais pas tout à fait pour quelle raison, mais je pense qu'une des raisons fondamentales de ça, c'est que toute l'éducation en France a été faite par l'Église catholique pendant des siècles et que l'Église a toujours considéré que la France commençait à partir de Clovis, le premier roi baptisé. Allez. The capital should be Carabou! Alors, ces Gaulois vivent dans une région riche. Ils se disputent entre eux parce que ce sont quand même des guerriers à l'origine et ils se querellent souvent entre eux. Et à leur porte, il y a l'Italie avec Rome, les Romains et un personnage que l'on va voir apparaître dans la vie de Vercingétorix parce que ces Romains vont venir, Jules César. Alors ces Romains vont venir dans le sud de ce qui est la France actuellement, dans une région qui s'appelle Provincia et qui donnera la Provence. Mais ils ne vont pas rester là. Petit à petit, ils vont envahir tout le territoire et
une région va rester libre très longtemps, c'est la région des Arvernes. Et cette région Arverne, qui est puissante, va demander au chef Vercingétorix d'essayer de défendre les Gaulois. César avait 10 légions, c'est-à-dire 60 000 hommes. Une légion, c'est 6 000 hommes. Nous savons que Vercingétorix avait 15 000 cavaliers et 80 000 fantassins, plus tous les hommes politiques qui ont assisté. Personne n'a contredit jamais le nom de Vercingétorix en tant que chef des Gaulois de la Conjuration de l'année 52. Il est en train de brûler toute la Gaule et tes légions meurent de faim. Les soldats commencent à lorgner les chevaux. He's an intelligent leader. Où va-t-il remporter cette victoire sur Jules César? En Gaule, effectivement, mais dans quelle ville? Gergovie. Regardez ce qui est écrit sur la carte. Ça ne vous choque pas quand il dit Gergovie, Anouk? Gergovie. Gergovie, oui. Gergovie, c'est la capitale des Arvernes. Effectivement, Vercingétorix sera victorieux à Gergovie. Le plateau de Gergovie, c'est une table basaltique qui fait 70 hectares, de forme rectangulaire, avec un arrière-plan, la chaîne des Dômes, là-bas, qui domine l'horizon à l'ouest. Les troupes gauloises, au moment de l'approche des légions de César, étaient situées sur les terrasses, qui sont juste en contrebas, ici devant nous, sur le flanc sud du plateau. Et dès leur arrivée à proximité de l'oppidum, les légionnaires romains installèrent un grand camp dans la plaine, ici, dans ce secteur. César comprit très vite que le point faible de l'oppidum, c'était l'accès par l'ouest, que les Gaulois étaient en train de protéger. Et les Gaulois, bien sûr, ont cru à cette possibilité d'attaque par l'ouest et ont commencé à masser toutes leurs troupes dans ce secteur-là. Voyant cela, César a lancé une attaque à partir du grand camp côté est de l'oppidum, qui était complètement dégarni. Et les Gaulois situés à l'ouest, alertés par des fuyards, sont revenus en force affronter les légionnaires romains qui commençaient à prendre l'oppidum. Le combat a été très rude, très violent, n'a pas duré très longtemps, mais les Romains ont laissé sur place 700 légionnaires et je crois 46 centurions. Voyant que ces troupes étaient très en danger, César a ordonné la retraite et s'est enfui en direction du nord. Gergovie est une faramineuse victoire de l'armée gauloise. Car nous avons un document extraordinaire qui en parle, et il est Napoléon Ier. Il a remarqué la technique de grand stratège de ce gamin de 20 ans qui est arrivé à faire prendre la fuite à l'armée romaine. Mais ce n'est pas
une horde de barbares qui arrive à massacrer une armée. C'est véritablement un général qui fait un plan de bataille et qui arrive à acculer l'ennemi à la fuite. Gauloise, Gaulois. Et les discours gaulois commençaient par Gauloise, Gaulois. Ça rappellera des souvenirs à certains. Gauloise, Gaulois, je vous souhaite la bienvenue à Bibracte. Accueillons le roi des Arvernes, le général qui a remporté la plus grande victoire depuis Brennus. Vercingétorix a fait ce que personne d'autre n'avait pu faire avant lui. Vaincre le grand César à la tête de ses légions. 6 légions au moins. 12. Nous les aurions vaincus quand même. Fais-moi voir ta deuxième position, s'il te plaît. Élisons Vercingétorix, général en chef de l'armée des Gaules. Que ceux qui sont contre lèvent la main. 103 sur 2, troisième. J'ai pris les armes pour la liberté de tous. Je vous offre ma vie jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Cette extraordinaire victoire a décidé certains peuples de Gaule à rentrer dans la coalition alors qu'ils n'y étaient pas avant. Soyez avec moi. Et je vous mènerai à la victoire, dans l'antre de la mort, au son du chant de guerre qui fait battre mon cœur. Action. C'est donc à Autun, à Bibracte, que va avoir lieu cette réunion de tous les peuples de Gaule. Et ils vont commencer à palabrer, à perdre du temps. Vercingétorix se ronge les poings, lui, il vient d'avoir une victoire. Son but est de bouter les Romains hors des frontières. Ils vont perdre un temps fou en palabrant et en fin de compte, ils vont avoir cette idée extraordinaire, ils vont décider que le seul moyen d'être d'accord, c'est de voter. Et ce premier vote à l'assemblée de Bibracte est peut-être la chose la plus importante qui se soit passée sous Vercingétorix, parce qu'à la fin, il a peut-être perdu la guerre, mais les 60 peuples qui avaient chacun leur identité et qui ne vont pas créer une nation. Il ne faut pas croire que la Gaule était une nation, c'était une confédération de 60 peuples qui gardaient chacun leur identité, vont voter pour avoir un chef militaire unique. Et ils vont voter avec des boules, une boule blanche, une boule noire, et dans ce vote, Vercingétorix va être élu à l'unanimité des votants sans une seule boule noire. Et c'est un moment extraordinaire. Bibracte, la première démonstration de vote démocratique en Occident. Mais pendant ce temps qu'ils ont passé à palabrer, César, lui, a regroupé ses armées, et lui qui était venu en Gaule pour chasser les Germains, a été engagé des bataillons de barbares germains. Ils avaient des cavaliers très habiles sur de vilains petits chevaux rapides. C'étaient des prédateurs invraisemblables qui pouvaient anéantir toute une cavalerie. Et
là, Vercingétorix, on le verra plus tard, fait une erreur tactique parce que les Romains vont revenir et les repousser jusqu'à une ville que vous connaissez bien et qui s'appelle, Pierre, Alésia. La ville d'Alésia qui se situe où? Au centre. Alésia se situe donc au nord-ouest de Dijon, à 50 km à peu près, dans ce qu'on appelle la Côte d'Or. Est-ce que vous savez, Alésia? En moins 50 avant Jésus-Christ. Et Jules César, tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, qu'est-ce qu'il va faire Jules César autour d'Alésia? Il va faire construire une palissade autour de l'Oppidum. Oui. César va construire au pied de sa forteresse un camp extraordinaire avec des techniques, des circonvallations, des contrevalations, c'est-à-dire des fossés avec des pièges. Et Vercingétorix, pour arriver à maîtriser ce camp de César, envoie plusieurs de ses chefs de cavalerie à Bibracte pour regrouper une armée de secours. Et quand arrivera cette armée de secours, il a toutes les chances, lui descendant de sa forteresse, l'armée de secours arrivant de l'autre côté, de prendre le camp de César en étau, et il a encore une chance de gagner la victoire sur César. Silence! Nous avons perdu assez de temps. Il n'y aura pas de chef, mais 4 généraux. Lucter, Commios, Cassivellone et moi. Et là recommencent les palabres. Et alors que Vercingétorix leur avait demandé de revenir avec l'armée de secours au plus tard dans un mois, ils arrivent 1 mois et demi après, tellement ils ont perdu de temps en discussion politique, et César a fait une construction imprenable. Cette armée de secours s'est concentrée à l'ouest de l'Oppidum et a tenté des descentes pour essayer de surprendre les Romains qui, eux, n'avaient pas pu fortifier cette partie de la montagne où nous sommes. Les Romains étaient donc dans la plaine, là où vous voyez le chemin et les arbres isolés, et c'est à cet endroit qu'ont eu lieu les plus violents combats du siège d'Alésia. Les derniers, ceux qui ont mis aux prises donc les légions romaines descendues des camps et des lignes du nord du site, et les Gaulois de l'Oppidum qui avaient vu arriver cette armée de secours avaient essayé de prendre en tenaille les Romains situés dans la plaine. Excellent. Excellent. Nous aussi, on crève de faim. Peut-être. Mais ce spectacle va détruire leur morale. Le but de Jules César, c'était d'empêcher les Gaulois de sortir pour les faire mourir de faim dans leur forteresse. Et c'est quand l'armée de secours et Vercingétorix vont descendre enfin à l'assaut pour le prendre en étau, c'est dans la double fortification de César que les Gaulois vont être pris, eux, en étau. Conséquence, il l'avait prédite, puisqu'il avait dit si on attaque, on est foutu. En fin de compte, ils ont élu
général en chef, commandant en chef des armées Vercingétorix, avec 4 généraux sous lui. Ces généraux avaient leurs prérogatives par rapport à leurs armées. Alors il y en a 3 qui ont écouté Vercingétorix et il y en a 2 qui ont décidé d'attaquer, en fin de compte, ce qui a fait le désastre d'Alésia. Parce qu'Alésia, ça devait logiquement être une guerre psychologique. C'est-à-dire d'affamer un côté et l'autre. Et de dire le premier qui aura le plus faim, c'est celui-là qui va partir. Et en fin de compte, quand ils attaquent, César dit voilà ce qui se passe quand on n'a pas le commandement réuni sous un seul chef. Et là, César sait qu'il a gagné, Vercingétorix sait qu'il a perdu. Mais en fin de compte, je crois, et c'est là le côté lyrique du film plus qu'historique, c'est qu'il le sait depuis le début. C'est le but du film, c'est ce que dit le druide quand il dit « plus hautes sont les aspirations, plus cher est le prix à payer ». Donc si on veut devenir le roi, si on veut devenir le chef, il faut aussi savoir que la conséquence peut être excessivement lourde pour soi. Le siège d'Alésia a duré 6 semaines. Nous dirions peut-être 60 000, 80 000 morts. Et c'est à cet endroit précisément que les violents combats ont laissé aux archéologues le plus d'armes et de vestiges de cette bataille mémorable. Or, ce que nous savons, c'est que Vercingétorix, au bout de 3 jours d'une guerre sanglante à Alésia, a passé toute la nuit à réfléchir et est allé le lendemain s'offrir en holocauste à César. On avait les 2 petits-enfants ce matin. All right. You call Brian now? Good, fine. Ilka, allez, allons-y. Michel. Je tourne en Bulgarie pour 2 raisons principales. Une, on ne pourrait pas faire ce film avec les moyens qu'on a en dehors de la Bulgarie. D'abord parce qu'on n'a pas pu avoir l'aide de l'armée en France. Il faut l'armée pour faire ce genre de film. Il faut vraiment que ce soit des soldats qui soient entraînés, qui répondent à des ordres, afin qu'on puisse avoir un semblant d'organisation, parce qu'il faudrait refaire l'organisation de l'armée, je veux dire, avec des gens qui ne sont pas militaires, donc c'est un peu compliqué. La deuxième, c'est que la nature ici ressemble beaucoup à ce à ce qu'on suppose qu'était la France d'autrefois. Mais il y en a un peu moins de pylônes électriques, on a un peu moins de routes, on a un peu moins de villages, on a des forêts qui sont un peu moins travaillées que les nôtres, donc de ce point de vue-là, c'est aussi agréable. Et puis, franchement, c'est vrai qu'il y a des raisons économiques d'avoir des coproductions dans les pays de l'Est. Donc ça nous aide aussi pour avoir les constructions et les décors et le nombre de figurants qu'on souhaite avoir. Nous avons une très belle image, très connue. Il arrive, il fait le tour de la place d'armes de César dans le sens de la circonvolution, c'est-à-dire dans le sens que pratiquaient les druides autour du fanum, de la droite vers la gauche, et il dépose ses armes au pied du vainqueur pour lui demander le salut de la Gaule, enfin ma personne, en échange d'épargner les Gaulois. The other thing would be you give it to me, but this is much better if you... Bon pour la fumée, and action. I come to offer you the glory of your victory. Moi, j'ai souvent eu, en étant gamin, envie, à travers les images et l'iconographie qu'on a dans les livres d'école, de rentrer un peu dedans. C'est un peu ça qu'on propose, c'est de rentrer dans ces images qui se mettraient à bouger un petit peu et avec lesquelles on pourrait vivre. C'est ce qu'on essaie de faire. Ok, à kebab, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais ça va, pourquoi? Non, ça ne va pas, le cheval tourne dans tous les sens, ça ne va pas. Il bouge un peu, c'est pas grave. Il bouge un peu, c'est pas grave. Vous vous débrouillez avec ces chevaux pour qu'ils soient morts. Donc tous les Gaulois vont sortir d'Alésia? Non. Non? Seulement Vercingétorix.
Pourquoi lui tout seul, Jérôme? Parce que c'était que lui qui était important. Les autres Gaulois ne pourront plus faire des choses parce que Vercingétorix, il sera prisonnier. Alors Vercingétorix va se rendre en fait pour éviter que tous les Gaulois, tous les guerriers soient massacrés. Ok. La position là, elle est juste. Le regard. Ne te souviens pas de moi. J'aimerais que les spectateurs retiennent l'émotion du film parce qu'il y en a énormément, parce que c'est un film romantique, c'est un film lyrique, c'est un film d'action parce que c'est un film de guerre. Mais je veux dire, c'est moi ce qui m'a séduit par l'histoire, parce que le scénario est excessivement bien écrit, c'est l'émotion du film. C'est-à-dire que c'est un film romantique, c'est un film sur un grand personnage. Moi, j'ai pas fait de film comme ça depuis Greystoke. C'est-à-dire, dans des genres complètement différents, c'est un épique, c'est du vrai cinéma. Je viens t'offrir le triomphe de ta victoire, que Rome validera, et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle, gravée dans quelques pierres indestructibles, ou rappelée par des flammes éternelles. The light of my victory will make César, I think, was so intelligent that he knew César était si a intelligent success, qu'il savait qu'un succès, une is a victoire, victory for a moment. est une victoire And pour for un moment. Et everybody celui qui est capable who d'être is victorieux able to make a victory, et qui est and he's intelligent, intelligent, he knows c'est qu'il y aura une there fois will une be défaite, one time a qu'il failure. perdra une He bataille. will lose the battle. The battle Une with bataille avec himself lui-même et une and the bataille battle sur le terrain. in the field. So Donc this là, is just ce n'est a juste qu'un success succès for a pour un moment, moment, for a pour un day. jour. I offer to make you a king. Alors accepte la reddition d'un roi. We have to live with the idea. Il nous faut Maybe vivre avec Mr. l'idée que Caesar peut-être M. was César not n'était a pas un very homme très nice, gentil dans le man sens de in sense l'humanisme. of humanity, but he Mais was il a été an un homme important très man important for pour le the futur de future nos pays. of our countries. Celui qui doit mourir te salue. Il sera exécuté 6 ans plus tard, en moins 46, donc avant Jésus-Christ, lors de la cérémonie qui va consacrer le triomphe de Jules César à Rome. Il va assister à cette cérémonie, enchaîné, et il va être tué le soir même, il sera étranglé. C'est vraiment le mythe du héros. Il a accompli quelque chose en sacrifiant sa vie. Ça, c'est le principe même du héros, de s'attaquer à une cause plus grande que lui-même, dépassant sa propre ambition, son propre intérêt, et en se sacrifiant, pas pour les autres, pour accomplir son destin. Chaque période de l'histoire a déformé le personnage de Vercingétorix pour lui faire dire ce qu'il a eu besoin de dire pour accréditer sa propagande. Vercingétorix est tombé complètement dans l'oubli aux premières périodes du christianisme, où les seuls héros devaient être chrétiens et des saints. Après, il a été retrouvé comme un moteur de l'union pour les périodes historiques où il était question de rassembler les Français. Il est vraisemblable que la défaite de 1870 a joué son rôle dans l'érection d'un héros populaire, c'est-à-dire d'une force venue du peuple. Vercingétorix
incarne cette idée que du fond du peuple pourra toujours surgir dans une époque de crise, dans une époque de douleur, dans une époque de peine, celui qui sera en mesure de soutenir l'unité nationale, de la défendre, au risque de se perdre lui-même. Il a été, à une époque, récupéré parce qu'il a été leader d'une royauté héréditaire. Il a pu être récupéré aussi par des partisans de la démocratie populaire. Donc on peut le tirer de tous les côtés et lui faire dire un peu ce qu'on veut. Quant à la statue faite sous Napoléon III, qui est en haut d'Alésia, elle est intéressante parce qu'elle n'a rien à voir historiquement avec l'aspect de Vercingétorix, mais elle représente un syncrétisme des hommes de Gaulle. Elle a par exemple un pantalon avec des lanières mérovingiennes. Elle a une cuirasse de l'époque hallstattienne, donc du VIe siècle avant Jésus-Christ. Des moustaches, justement, de ce Galate de 250 avant Jésus-Christ. Donc ce sont véritablement des attributs gaulois, mais qui se baladent sur 5 siècles. Imaginez un peu qu'un archéologue, dans 1000 ans ou 2000 ans, fasse une belle statue d'un Français qui aurait une perruque Louis XIV, une armure Renaissance, des baskets et un blue jean. Ça serait un Français. C'est un peu notre Gaulois d'Alésia.